Hola! On se retrouve aujourd'hui, on est le 1er novembre et je viens tourner mon bilan du mois d'octobre. J'ai jamais autant été dans les temps et ça a été un énorme mois. J'ai déjà perdu mon bullet journal, ça ne va plus. J'ai lu 16 livres ce mois-ci. Il y a eu un abandon, donc en fait j'en ai lu 15, mais je vais en parler quand même dans ce bilan parce que j'aime bien parler de tous les livres que je lis. Et quand c'est un abandon qui est fait aussi sciemment, je trouve ça important d'en parler. Autant quand c'est un livre que je mets de côté et peut-être qu'un jour je le reprendrai, je vois pas trop l'intérêt. Autant quand c'est un livre où j'ai vraiment décidé de le fermer et de me dire ce n'est pas fait pour moi, et quand j'ai vu un peu les autres reviews, je me suis dit bah ouais c'était vraiment pas fait pour moi. Voilà, comme d'habitude j'ai revendu certains livres, d'autres que j'ai prêtés je crois aussi dans le lot, donc ils seront pas tous présents. Si jamais il y aura la petite couverture ici, et on va commencer maintenant d'ailleurs avec un livre que je n'ai plus en ma possession. Il s'agit de Souviens-toi de moi de Addison Derrick je crois. J'ai lu Souviens-toi de moi. Ici on suit deux personnages dont forcément j'ai oublié les prénoms, autrement ce serait pas drôle. Et l'une d'entre elles, alors les deux sont lesbiennes, leurs familles respectives ne sont pas du tout au courant qu'elles le sont. Et un jour l'une d'entre elles va avoir un accident, elle va tomber d'une falaise et elle va perdre la mémoire sur les 2 dernières années. Et comme ça fait 1 an et demi je crois qu'elles sont ensemble ou quelque chose comme ça correspond à toute la durée de leur relation. Et donc quand elle se réveille de son coma, elle ne sait plus qui est cette fille et sa petite amie va décider de rester vraiment à distance et de la laisser faire sa vie dans son chemin. C'était un roman que j'attendais avec impatience. Vraiment j'avais trop hâte de le lire. Je l'ai lu et alors très contente parce que des lesbiennes, je suis ravie. Ça reste toujours un peu mignonnet les romances avec des lesbiennes que je lis, là où les romances avec des personnages gays, enfin des hommes ensemble, je trouve ça un peu plus, alors pas forcément trash, mais en tout cas il y a un petit peu plus de scènes de sexe, il y a des vrais, enfin en fait c'est la même chose que les romances hétéros, alors que quand c'est des romances saphiques je trouve que c'est assez soft, en tout cas ce qu'on a en France, qu'on nous propose, c'est toujours un peu léger. Et autant j'ai trouvé ça très mignon et très sympathique et machin, autant j'aurais voulu un petit peu plus quand même, parce que là du coup tu restes un peu sur ta faim et t'es là, oui, ce sont deux filles ensemble, oui c'est mignon, mais pour autant, en fait j'ai lu tellement de romances gays où c'est beaucoup plus rentre dedans, ou sans être vraiment, sans basculer dans du trash, parce que j'ai aussi lu du trash et ça me plaît pas non plus, mais quand même un peu plus quoi. Je lis des romances hétéros où il se passe des trucs toutes les 5 pages et ça me saoule, mais alors quand c'est des lesbiennes, si elles se frôlent la main, c'est comme dans un k-drama les gars, hein. C'est la folie. Là c'est un petit peu la même chose, donc c'est le petit défaut. Deuxième défaut pour moi, c'est que le fait qu'elle soit amnésique, je me suis dit oh là là, trop bien. Du coup on va, genre elle va chercher à reconquérir son amour. J'étais vraiment partie sur cette idée là. Et en fait sa copine est hyper respectueuse, elle se dit elle est amnésique, je vais pas forcer les choses, mais je l'aime toujours donc je gravite autour d'elle. Et j'étais là bah oui mais non. Alors du coup on suit le personnage qui est amnésique. Elle vit elle vit son autre vie en fait, elle vit des expériences nouvelles, elle fait plein d'autres choses et c'était là ouais mais elle est où la romance? Et moi je voulais vraiment une romance, et là j'avais l'impression d'avoir un young adult sur une fille qui perd la mémoire et manque de peau je sais pas, mais en tout cas dans cette situation là, elle est lesbienne. C'était la seule différence qu'il y avait et j'étais un peu déçue pour ça. J'ai versé ma petite larmounette parce qu'à la fin on a une grosse happy ending, et autant j'aime pas quand c'est forcé comme ça, mais là c'était vraiment trop mignon. Je peux pas vous révéler pourquoi, mais mon petit cœur il a fondu, vraiment j'étais trop touchée. Donc c'était pas mauvais, mais je m'attendais à plus, je m'attendais à mieux. Et c'est aussi pour ça que je l'ai pas gardé. Mais je voulais quand même l'acheter en français, vous voyez, je voulais quand même me dire allez je soutiens l'autrice, et surtout je soutiens, enfin achète plus ou moins. Mais quand tu achètes un bouquin en France, tu te dis bon, achète, ils vont prendre leur catalogue, ils vont dire les lesbiennes ça marche, on va peut-être en traduire des nouvelles de romances lesbiennes, ou alors on va publier des autrices françaises qui vont écrire des bouquins avec des lesbiennes. Et ça on veut. C'est pour ça que je trouvais ça important de l'acheter, mais pour autant c'était un peu genre ouais c'est sympa mais ouais je m'attendais à plus, vraiment ouais je m'attendais à plus, à mieux. Je sais pas à quoi exactement je m'attendais, mais pareil dans ma tête je me suis fait plein de scénarios et non on est resté sur quelque chose de très simple. Et c'était sympa mais bah ouais il me faut plus en fait. J'ai acheté des nouvelles tasses, faut que je vous les montre hein, parce que la petite biscuit comme ça, petit bonhomme pain d'épices, je crois que c'est ma préf. Ensuite, j'ai lu un livre que j'ai abandonné, comme je vous le disais. Il s'agit de If We Were Villains. Je vous mets la petite couverture ici cette fois. Alors, je l'ai acheté parce que tout le BookTok anglophone l'avait lu, enfin l'avait acheté, l'avait lu, l'avait adoré, incroyable. Oh là là, mon dieu, un thriller exceptionnel, machin. Un thriller, retenez bien le mot thriller.
Je l'ai acheté en hardback parce qu'il était magnifique et que je suis faible. Entre temps quelqu'un l'a acheté sur Vinted et j'espère qu'il a fait un ou une heureuse, je ne sais plus qui l'avait acheté. Sauf que je commence à lire le bouquin et on se trouve dans une ambiance Dark Academia, donc une espèce de château qui représente une école où il y a plusieurs personnages dedans qu'on nous présente plus ou moins, où en fait ils sont en école pour devenir comédiens, enfin ils sont comédiens dans une école qui ne fait que des représentations des œuvres de Shakespeare. Tu te dis bon c'est un bouquin anglais, ça fait sens, alors forcément le lire en français ça fait moins sens parce que Shakespeare est dramaturge anglais, hein. Donc peut-être que c'est aussi pour ça que ça m'a pas plu. J'aime beaucoup les œuvres de Shakespeare, vraiment, j'ai adoré lire le théâtre, j'aime les œuvres originales, j'aime pas tout ce qui a été remasterisé par la suite. Franchement je me suis dit bon ça va décoller, surtout qu'au début ça démarre par un flic qui va prendre sa retraite de flic pour devenir détective privé ou pour faire de la sécurité ou je sais pas quoi, mais bref, voilà. Il va rendre visite à un homme en prison et l'homme est prêt à lui avouer ce qui s'est vraiment passé ce soir-là. J'étais là, oh là là, trop bien, mais trop bien. Forcément ça met du temps à s'installer, j'étais là, oui mais c'est pas grave, ça va décoller, ça va décoller. Sauf que je suis arrivée à 160 pages, je crois, un truc comme ça, j'étais là, mais en fait ça ne décolle pas. On suit plein de personnages indépendamment. On ne sait pas trop qui ils sont parce qu'on a très peu d'éléments sur eux. On voit un petit peu, c'est un peu le cliché du gentil petit garçon, du méchant garçon, de la fille un petit peu fofolle, de celle au contraire un peu sage mais qui n'est pas si prude que ça. T'as ces clichés là et t'attends. Et en fait ils font des représentations de Shakespeare et t'es là, bah c'est bien, hein. Et il se passe que ça. Donc un thriller quand même c'est censé être, enfin genre une enquête, un truc qui... Et non en fait. Donc là, du coup ça représente quoi ? Pratiquement la moitié du livre, un petit peu moins de la moitié du livre, j'étais là mais en fait rien ne se passe. Donc non, je n'ai pas de temps à perdre avec une lecture qui était par contre, alors j'aime pas parler de traduction parce que j'ai pas lu l'œuvre originale, mais bon vocabulaire, t'avais quand même ce truc où il y avait un petit peu plus de recherche dans l'écriture et tu lisais pas comme tu lisais, comme tu peux lire un roman de chez Hugo, ça te demande un peu plus de concentration et tout, mais j'étais là franchement, si ça avait décollé à partir de ces 150-200 pages, j'aurais continué, mais là ça ne décollait pas, je faisais du sur place. Et par la suite, parce qu'à l'époque où je l'ai acheté, forcément personne ne l'avait lu, c'était aussi pour ça que je voulais le lire en premier, enfin en premier, avec des gros guillemets, hein. Mais je me suis dit, si je suis dans des premières à le lire, j'aurai pas tous les avis des uns et des autres et je serai pas influencée par leur avis. Sauf que bah, par la suite, il y a des avis qui sont sortis et tout le monde, enfin tout le monde, beaucoup de gens n'aiment pas. Et tout ce qu'on reproche au bouquin, c'est ce que je lui ai reproché. C'est sa lenteur et c'est le fait que ce soit très tourné sur Shakespeare. Et mon problème, c'est que ça m'aurait pas dérangé de le lire comme « Ah ok, ça va être une ode à Shakespeare ». Pas de souci. Mais on me l'a vendu comme un thriller. En plus de ça, c'est publié dans une maison d'édition où j'étais là, mais c'est du young adult, c'est de l'adulte. Je me suis dit bon, on va le prendre comme de l'adulte. Dans la composition des personnages, dans leur âge, oui, ça correspond à de l'adulte, mais pour autant, t'es là genre... c'est pas un thriller, et on me l'a vendu comme tel, et non, c'est très lent, et ouais, une ode à Shakespeare, est-ce que ça a beaucoup d'intérêt de le lire en français du coup? Pas sûr, je sais pas, franchement j'ai pas été très fan, enfin même pas du tout fan, et je l'ai abandonné, je l'ai revendu, il fait un ou une heureuse, et c'est tout ce qu'on lui souhaite, ok? Ensuite j'ai lu enfin un livre que j'ai en ma possession, oui parce que je l'ai gardé. J'ai lu le 3e tome de Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, L'esprit de l'hiver. J'aime beaucoup trop cette petite série de livres. J'ai eu un gros coup de cœur pour le 1er tome, je pense comme beaucoup de gens. J'ai bien aimé le 2e tome et j'ai encore une fois bien aimé ce 3e tome. Alors, dans le 2e tome, ce que j'avais adoré, c'était plutôt la petite morale. J'avais pas été forcément fan de toute l'histoire, mais la petite morale était sympathique, elle était mignonne. Là, j'ai préféré toute l'histoire de manière générale, mais il n'y a pas de vraie morale. J'ai versé une petite larme parce que forcément, c'était émouvant. J'étais là, oh non, mais je m'attendais pas à ça. Et oui, il arrive à avoir des surprises même dans les livres jeunesse, parce que là, je rappelle que c'est un livre jeunesse 9-12, je crois. Bah oui, c'est dans la collection 9 de l'école des loisirs. Moi c'est ma saga un peu chouchou, un peu doudou, je trouve que c'est de la bonne jeunesse, bonne littérature jeunesse pardon. Michael Brun-Arnaud fait son travail, genre vraiment il le fait bien, j'adore, franchement j'adore, c'est pas... Ça va pas être des 5 sur 5 mais à chaque fois je suis là genre... Oh, c'est bien, je passe un bon moment de lecture, c'est mignon. Cette fois-ci on va aborder le fait de ne pas avoir forcément d'amis. C'est le jeune, je ne sais plus comment il s'appelle, Bartholomé, qui va partir du coup avec son oncle Archibald, qu'on suit depuis le début.
dans une sorte d'exploration parce que les parents du petit ont disparu. Sauf que lui, s'il n'a pas accompagné ses parents, c'est parce qu'il a une santé fragile. Et tout du long des tomes, on voit à quel point sa santé elle est fragile, à quel point il n'a pas d'amis. Il était là, mais il mérite juste un ami. Et là, du coup, il va se faire un ami, mais son ami... C'est un peu particulier aussi parce qu'ils sont dans un train, du coup il y a tout le délire des trains. En plus au moment où je le lisais, j'étais en train de revisionner The Big Bang Theory avec Sheldon qui était à fond dans les trains, du coup j'étais là... Franchement je le vivais le truc, j'étais à fond. C'était mignon, c'était bien fait encore une fois. On parle aussi de plagiat dedans. Et j'étais là, mais non, mais c'est pas possible qu'on dise qu'il le plagie. Du coup on fait des petits rappels au premier tome, à chaque fois il y a des petits rappels au tome précédent, mais vraiment le rappel au premier tome est plus flagrant avec son copain la taupe là. J'ai envie de l'appeler René, mais c'est pas du tout René. Et ouais, ça fait juste son travail. Moi je passe toujours un bon moment et je le recommande tout le temps. Je sais pas si les enfants ont la même lecture que nous adultes, parce que moi du coup j'ai les avis que de personnes des adultes. Mais ma petite douceur, vraiment. Je regrette juste de l'avoir lu alors qu'il y a eu une petite vague de chaud, vous savez, il y a 2-3 semaines de ça, 3 semaines je crois. J'étais en plein dedans quand je le lisais, donc vraiment quand vous êtes dans un truc où ça se passe dans un train, où c'est l'hiver, où la météo est difficile et que toi t'as chaud, pas ouf. Mais autrement c'était parfait, genre vraiment juste ce qu'il me fallait, et ça fait du bien et c'est tout ce qu'on demande. J'ai ensuite lu un manga et je vais vous en parler parce que je crois que j'ai eu un petit coup de cœur quand même. J'ai lu Quand la nuit tombe de Rie... Alors je sais pas du tout comment ça se prononce, Haruga, voilà. C'est quelqu'un qui était venu en parler sur un live de Séverine. Eva a dit qu'elle l'avait acheté, ou qu'elle l'a mis dans sa wishlist, je ne sais plus. Et du coup j'ai dit, bon, si Eva a été intéressée par un bouquin, c'est qu'il va être bien. Emma de Perfect Books, je vous mettrai le lien de sa chaîne Twitch en barre d'informations. Ici c'est un one shot, donc déjà un manga où c'est un one shot, valeur sûre. Akata, deuxième valeur sûre, j'étais là, oh là là, ça commence bien Pauline. Ils font beaucoup des one shot un peu tranche de vie etc, j'adore, vraiment j'adore. Ici on est au Japon, on suit un garçon et une fille qui sont meilleurs amis. Et ils sont un peu plus que ça, ils se plaisent mutuellement, ils osent pas se le dire, et un soir, fin d'après-midi, je sais plus, ils donnent rendez-vous à un endroit, ils disent bah allez, faut qu'on vienne là, ils vont aller voir les usines un peu désaffectées, je crois qu'on est vraiment à la périphérie du Japon, ou vraiment, voilà. Ils se donnent rendez-vous, sauf que d'un seul coup, il se passe quelque chose, il s'est passé quelque chose, la police débarque chez cette jeune fille parce qu'en fait son papa a violé la mère de ce garçon. Ouh, super gay! Et on va suivre du coup comme cet événement va affecter la vie de ces deux personnages qui vont se perdre de vue, le temps va passer et on va être sur est-ce que l'amour peut survivre à tout? Est-ce que l'amour suffit? Et au-delà de ça, parce que là on parle de la romance, mais romance plus ou moins romance d'ailleurs, mais ce qui est hyper intéressant c'est un peu les victimes collatérales de tout ça parce que bah elle y est pour rien en fait si son père a violé une femme. Sa mère, elle y est pour rien si son mari a violé quelqu'un. Et pourtant il va y avoir cette honte qui va être ressentie, ce truc de j'aurais dû le voir, j'aurais dû le sentir, oui il a toujours été séducteur mais il a quand même violé une femme. Hein. Et ça a été reconnu au Japon les gars, là où le droit des femmes, pas ouf non plus, vous voyez, surtout pour faire reconnaître un viol. Et c'était hyper fort de lire ça, et toute la honte qu'elle ressent cette jeune fille, et ce garçon qui est perdu parce qu'il avait attends mais je l'aime elle, mais en même temps ma mère je peux pas la regarder en sachant que je connais la fille de son agresseur. Et ça met tellement de choses en perspective et t'as pas de bonne réponse en fait parce que ça dépend des situations, parce que ça dépend des gens et que bien sûr qu'elle n'est pas responsable des actions de son père mais ça fait partie de sa famille donc comment ça se passe, genre les repas de famille ça sera quoi après? Il y avait tellement de thématiques qui étaient balayées et c'était tellement bien fait et ouais je crois qu'on est sur un petit coup de cœur quand même parce que oh là là, même jusqu'à la dernière page j'étais là oh. Et tu sais pas trop ce qui se passe dans leur vie et il y a plein de choses laissées sous silence mais c'est ce qui a fait la beauté de ce texte et il est pas si petit que ça pour un manga, alors il est pas énorme non plus hein, mais il doit faire 200 et quelques pages. Ce n'est pas noté, mais c'était trop bien, franchement je l'ai adoré et je vous le recommande à 15 000% parce qu'il était trop bien et je suis désolée j'ai dû mettre de la lumière parce que forcément aujourd'hui il pleut, mais on aime bien parce que c'est l'automne, mais oh là là c'était vraiment trop bien et je vous le recommande à 15 000%. J'ai aussi lu le 4e tome de The Runway, je vais pas trop en parler parce que c'est un 4e tome, mais en fait j'avais bien aimé le premier tome, du coup j'avais acheté le 2e qui était déjà sorti à l'époque, que j'ai bouffé, que j'ai adoré, c'était un coup de cœur. Le 3e était un peu en deçà, et je trouve que le 4e est encore un peu en dessous. En fait, j'adore certains personnages dans cette série, mais c'est pas le couple principal. Du coup quand ils sont pas mis à l'honneur, ou quand ils sont moins présents dans un tome, j'aime moins.
Ou alors ils sont en prison et t'es là, oh là là, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Et tu rebifures que sur le premier couple et t'es là, mais non, je voulais pas ça. Du coup voilà, c'est ma petite série un peu doudou. Il y a le 5e tome qui sort fin novembre, j'ai hâte, vraiment j'ai hâte. Je l'ai pas encore précommandé, faut que je m'en occupe. C'est vraiment la saga toute simple, toute douce. Ici on suit une jeune fille, alors l'histoire de base c'est ça. C'est une jeune fille une jeune femme qui a rompu avec son petit ami parce qu'il l'avait trompée, ou je crois que c'est ça. Hein. Elle débarque à Paris, elle rencontre cet homme et elle se dit, c'est quoi, j'ai jamais connu de coup d'un soir, ça va être aujourd'hui, c'est le moment. Ils couchent ensemble, elle retourne en Corée, le temps passe et 4 mois plus tard ça devient son boss. Au début elle est là, non mais je vais faire genre, ça s'est rien passé parce que c'était qu'un coup d'un soir. Sauf que lui il a pas envie de faire semblant. Parce que lui maintenant qu'il est retour au pays et qu'elle est là aussi, il a envie qu'il y ait un truc qui se passe. Sauf qu'elle est là, oh panique à bord. En plus de ça, elle vit dans un immeuble et il y aurait un couple gay, etc. qui aurait un enfant. Et il fait partie du couple gay. Du coup, quiproquo énorme et tout ce qui... Oh là là, vraiment je trouve que les Coréens sont très bons pour ça. Enfin même les Asiatiques de manière générale, parce que j'ai déjà lu des œuvres japonaises comme ça. C'est trop bien. C'est pas incroyable mais c'est trop bien, ça passe bien. En plus ils sont pas chers, ils sont à 8,95 € et oh là là, petit webtoon d'amour comme ça. C'est bien passé. C'est pas mon préféré mais j'adore cette série donc lisez-la aussi. J'ai aussi lu, et vous l'avez vu je crois dans un vlog, en fait je ne sais plus ce que j'ai vlogué ou ce que j'ai raconté sur Instagram, mais bref, j'ai lu le roman de Emma Green, Ce qui nous rend vivants. Je vous mets la petite couverture ici. C'était la première fois que je lisais un Emma Green et ça m'a donné envie de lire d'autres romans des autrices. Je m'attendais pas en fait à avoir autant de bienveillance et de douceur, je m'attendais vraiment à genre le bad boy dégueulasse connard, je m'attendais vraiment à une héroïne un peu cruche, ouais vraiment je sais pas à quoi je m'attendais mais en fait de voir ces grosses pavasses lâchées actives, je me suis dit mais ça me plaira pas, alors qu'en fait non. Il y a des messages hyper bienveillants, les personnages, alors ils m'ont pas tous plu mais en tout cas ils ont une vraie histoire, une vraie sensibilité. L'héroïne était absolument pas cruche, hein, pas du tout, et c'était pas un bad boy, c'était un mec qui était pas non plus un écorché vif, parce que ça j'aime bien, vous voyez, genre pour l'idée, un peu entre guillemets le fantasme, hein, mais dans les faits, non, c'est pas ouf. Là non, franchement, mais pour autant il y a plein de choses qui m'ont déplu. Déjà j'ai trouvé le récit très long, il y aurait facilement pu avoir 100 pages qui auraient pu être supprimées sans problème. Qu'est-ce qui m'a déplu encore? Franchement il m'a pas tant marqué que ça parce qu'il y a plein d'éléments que j'ai oubliés alors que quand je le lisais j'arrêtais pas de lever les yeux au ciel. Ah si, les happy endings. J'aime bien, franchement faites en sorte que vos personnages ils finissent ensemble, c'est la base dans une romance, ok? Moi j'adore ça. Mais franchement, bientôt il va y avoir des poneys roses qui vont se mettre à danser ou à twerker comme ça, tellement tout est parfait dans ce monde là. Et je veux bien que ce soit un roman, etc. Je veux bien qu'il y ait des gens qui soient optimistes et sur Terre, mais à ce point-là, c'était tellement une fin incroyablement merveilleuse et tout va bien, que c'en était mais irréaliste. Et j'ai pas compris l'intérêt de pousser à ce point-là. De même, je vous ai pas fait de résumé, mais on est dans un... Alors, elles ont expliqué genre une romance à la Grey's Anatomy. Dans Grey's Anatomy, j'adore les séries médicales, ok? Depuis que je suis enfant, j'ai dû vous en parler en vlog, depuis que je suis enfant, je suis fan de séries médicales, j'adore ça, je travaille dans le paramédical, j'adore ça, c'est mon truc, c'est ma cam. Je m'attendais à des trucs irréalistes, bien sûr, elle fait un massage cardiaque pendant 2 minutes, le mec il se réveille, bien sûr, évidemment, tous les jours ça arrive ça. Spoiler alerte, non, ce n'est pas un massage cardiaque qui réanime une personne. Il y avait des trucs surréalistes, je me suis dit, ah tu sais quoi, mets ça de côté, mais même pour ça, enfin il y avait d'autres choses, c'était trop, c'était trop, je peux pas vous spoiler, vous donner des éléments. Pareil, on me dit, c'est un enemies to lovers, des gens qui sont connus à la fac de lycée, bien sûr Pauline, des gens qui sont connus à la fac de médecine, il se passe un truc avec le mec, on sait pas quoi, d'un seul coup la meuf elle disparaît, il continue son internat, elle disparaît pendant 1 an, elle est de retour, ils se croisent plus ou moins dans les mêmes services, ça pareil, il est en neuro, elle est soi-disant en réa, puis après elle est aux urgences, on sait pas trop ce qu'elle vient faire là, le mec il est tout le temps vers elle, je suis là mais oh, on est où là? Oh des trucs comme ça, mais j'étais là, tu sais quoi, sois bon public. Franchement j'ai été vraiment en me disant bon public parce que je connaissais pas les plumes des autrices. Et comme je le disais, c'est un enemies to lovers, je m'attends à ce qu'ils se détestent, mais ils se détestent même pas un semblant de chouïa. Et rapidement tu bascules sur une romance et voilà. Il y a un pseudo thriller enquête dedans parce qu'on sait pas trop les raisons pour lesquelles la mère de... je crois que c'est Cléo mais je suis pas sûre. La mère de l'héroïne est morte. J'ai adoré le côté familial, ok, même du côté du garçon, franchement adoré.
côté familial du garçon, je veux sa famille, ok? Je veux être sa femme pour avoir une belle famille aussi incroyable, ok? Mais elle, de son côté, t'as une pseudo-enquête, mais rapidement tu comprends. Et là encore, happy ending et machin, et t'es là, non, mais c'est pas possible. Vraiment, c'était tout dans l'exagération. Il y avait des bonnes idées, il y avait le concept, mais ça allait pas au bout des choses, ou ce que j'aurais voulu, en fait, tout simplement. Et du coup, bah, déception. Mais j'ai envie de lire du Emma Green. Ça m'a donné envie d'en lire d'autres, donc j'en lirai d'autres. Et voilà, c'est pas grave, fallait que j'essaye. J'ai commencé par celui qui m'attirait le plus, qui venait de sortir, forcément médical, ça me plaisait. Mais ouais, non, et encore, là, c'était mon avis avec du recul, et j'ai oublié plein d'éléments. Mais je me souviens que quand j'ai terminé le bouquin, il y avait trop de choses qui allaient pas à mes yeux, qui me déplaisaient. J'ai lu ensuite une romance de Noël qui est Noël, j'en ai plein les bottes, je vous mets la couverture ici. Ici, on suit une jeune fille, et comme d'habitude, vous savez que j'oublie les noms, on suit une jeune fille qui travaille dans un refuge dans le Jura, vraiment perdue dans la montagne, où c'est une sorte de SPA. C'est un refuge pour les chiens et les chats, je crois qu'il n'y a que ces deux types d'animaux. Elle aide beaucoup sa patronne, elle fait beaucoup d'heures sup, etc. Elle est très investie, notre héroïne. Et un jour, il y a un garçon qui va arriver parce que le refuge n'a pas beaucoup de moyens et ils ont besoin de fonds. Et il y a un investisseur qui a garanti qu'il donnerait les fonds nécessaires. Le problème, c'est que le garçon qui arrive, il a été faire ses études à Paris, et notre héroïne le connaît très bien parce qu'ils sont sortis ensemble quand ils étaient ados. Sauf que elle, c'était pas forcément la cheerleader hyper populaire. Je sais qu'on n'a pas vraiment de cheerleader en France, mais vous voyez le genre. Elle était pas forcément très populaire et très aimée, alors que lui, c'était genre le beau gosse du village. Donc tout le monde l'adorait, et quand ils sont sortis ensemble, ça n'a pas forcément fait beaucoup d'heureux, et leur histoire s'est très mal terminée. Sauf que là il est de retour, elle comprend pas ce qu'il vient faire ici. Pourquoi est-ce qu'il débarque maintenant alors qu'il faisait ses études à Paris, qu'il avait tout un business à Paris, etc. Et on va suivre les deux. Je vais m'arrêter là parce que vraiment une romance de Noël, on sait comment ça se termine. Mais on va suivre ces deux personnages qui se détestent vraiment. Alors là pour le coup c'est un vrai ennemi. J'ai adoré cette romance parce que ça se passait dans un refuge pour animaux et que les chiens et chats sont au cœur de tout. Surtout les chiens, du coup j'étais encore plus heureuse parce que oui, j'ai peut-être Holden dans ma vie, mais je suis une dog person, ok? J'aime les chiens plus que tout au monde. C'était trop bien de suivre ces deux personnages, mais je m'imaginais tellement bien dans le Jura, vraiment le froid, chocolat chaud, petite cheminée, etc. En plus de ça, les parents, surtout la mère de l'héroïne, et très toxique, et je trouvais que c'était bien traité, et on finit pas sur un happy ending en mode oh oui ça devient une nouvelle personne parce qu'elle ouvre les yeux. Non, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. De même ça se passe dans un village dont tout le monde se connaît, etc. Ça se passe en France, donc j'arrivais complètement à visualiser ça. Ok, ça se passe dans le Jura, mais j'imaginais complètement l'un des villages perdus près de chez mes parents. Franchement, c'était la petite romance de Noël mignonne qui m'a fait du bien, qui était la première de la saison. J'ai je ne sais pas combien de romances de Noël dans mes bibliothèques parce que j'en avais acheté aussi et qui m'en restaient des années précédentes. Donc là voilà, juste de vous en parler ça me donne envie d'en lire à nouveau une, et je pense que je vais faire ça dans le courant de la semaine ou la semaine prochaine parce que ça m'avait manqué. Mais vraiment les romances de Noël de chez Hugo, parce que j'aime que celles de chez Hugo, hein. Voilà, c'est Pépitas, c'est la saison, donc allons-y. Là il pleut, il fait froid, comment vous dire que je rêve d'un chocolat chaud et de lire une romance. J'ai aussi lu ce mois-ci Le restaurant des recettes oubliées, deuxième service, donc c'est le tome 2, qui n'est pas une suite directe. Si vous commencez par le deuxième tome, ça posera pas de soucis. Ici on suit l'histoire de... Je sais jamais le nom de nos personnages, mais on suit l'histoire d'un père et d'une fille qui ont un restaurant un peu perdu au Japon, où ils font pas du tout la promotion, où vous pouvez venir manger le midi, mais il n'y a pas grand monde non plus. Eux ils gagnent surtout leur argent parce que une fois ils ont fait une annonce dans un magazine qui n'est plus édité depuis, un truc perdu, etc. Et il y avait écrit que si vous aviez envie d'une recette, vous pouviez venir dans ce restaurant et le cuisinier s'appliquerait à reproduire la recette qui vous rappelle tant de souvenirs. Dans ce nouveau tome, on suit toujours nos deux personnages. La fille qui va voir les gens et qui leur demande de parler du plat. Du coup elle note un maximum de détails qu'elle transmet ensuite à son père. 3 semaines plus tard les gens débarquent, le père a préparé le mets attendu et la personne va se livrer un petit peu plus sur sa vie, etc. parce que, spoiler alerte, les recettes sont toujours un succès. C'est pas le roman de l'année, j'ai préféré le premier tome par rapport à ce deuxième, mais je passe toujours un très bon moment de lecture, et s'il y avait un troisième, quatrième tome, je les achèterais, je les lirais.
J'adore, c'est vraiment tout ce que savent faire les japonais, de tranches de vie. Je le dis 1 million de fois par an je crois, mais ce truc de je ne connais rien de la vie d'avant des gens, je ne connaîtrai rien de leur vie après, je prends juste l'instant présent. Ils sont bons pour ça les japonais, ils sont excellents pour ça, ça le fait toujours avec moi, c'est rarement, franchement j'ai eu très peu de coups de cœur ou de très très bonnes lectures avec des romans japonais, mais je passe toujours un agréable moment. C'est pas la lecture de l'année mais je passe un bon moment, et là ça a encore été le cas. En plus de ça, alors j'ai préféré les premiers tomes parce que les plats aussi me parlaient plus et les histoires des gens autour de ces plats, ouais ça me parlait plus, j'avais été plus émue. Là je l'ai été un petit peu moins mais j'étais plus surprise des thématiques abordées par, il me semble que c'est une autrice, si je dis pas de bêtises. Les mets, les plats préparés m'ont moins évoqué des choses, j'arrivais moins à me faire un visuel du plat, mais ça restait bien, c'est quand même toujours décrit et oh là là, on dirait vraiment un Miyazaki dans la réalisation des plats où vous imaginez vraiment la couleur, ce que ça représente pour les japonais, et là. Oh. Et quand vous aimez la nourriture, asiatique ou non, mais quand vous aimez la nourriture, vous aimez forcément ce livre parce que il en est question. C'est l'amour de l'auteurice, du coup j'ai un doute sur son genre, pour la nourriture et oh, vraiment c'est toujours un bon moment. Je passe toujours un bon moment et ça m'a fait du bien cette petite coupure là de lecture japonaise contemporaine, toute simple, toute douce, oh, c'était trop bien. J'ai ensuite lu, oh, je peux enfin vous en parler parce que oh là là j'ai rêvé de vous en parler, vous imaginez même pas comment. J'ai lu The Fine Print de Lauren Asher. Je sais que c'est un titre en anglais mais c'est un livre en français, ok, c'est publié chez BMR. Et spoiler alert, on est sur un petit coup de cœur. Pas sur le coup de cœur de l'année, mais vous le retrouvez sûrement dans mon top 10 de mes lectures préférées de cette année. Donc quand même. Ici on suit Zara qui a toujours bossé à Dreamland, ses parents aussi sont sur place en train de travailler. C'est un parc d'attractions qui a été créé par un homme qui est âgé depuis et qui va décéder au début de l'histoire. Sauf que cet homme il a un fils et 3 petits-fils, et je ne sais plus le nom du petit-fils forcément. Rowan, c'est vrai. Lors de son testament, de la lecture de son testament, il donne 3 missions à 3 de ses petits-enfants. Les petits-enfants ont 3 missions, il y en a un, je ne sais plus ce qu'il doit faire, le deuxième il doit trouver une femme, et je crois que c'est pas n'importe quelle femme. Il me semble que c'est un délire un peu comme ça. Et le troisième, qui est le cas de Rowan, qui me semble-t-il le plus jeune des frères, lui il doit trouver une idée innovante, ou je ne sais plus comment est-ce que c'est tourné, mais il doit faire quelque chose en lien avec Dreamland. Et si les 3 frères ne réalisent pas ce qui a été demandé par leur grand-père, Dreamland, donc le parc d'attractions, ne reviendra pas aux petits-enfants mais au père, en sachant que le père est un alcoolique pas très très bienveillant envers ses enfants. Donc comment vous dire que les 3 garçons n'ont absolument pas envie de céder leurs droits sur le parc d'attractions et qu'ils veulent l'héritage, pas pour avoir de l'argent etc, c'est surtout parce qu'ils veulent pas que ça revienne à leur père et que les 3 petits enfants ont toujours bossé pour Dreamland, ont toujours été dans cet environnement quoi, et ils ont envie de garder leur job tout simplement. On suit donc Rowan qui va débarquer dans l'entreprise et être un peu plus présent et un peu plus investi dans l'entreprise. Il va décider de mettre en place, ça avait été mis en place l'année précédente ou il y a 2 ans, je ne sais plus, une sorte de porte ouverte, je sais pas comment expliquer ça. N'importe quel employé de Dreamland, peu importe son secteur d'activité, peut proposer des idées innovantes pour le parc. Il explique pas pourquoi, il laisse juste ça comme ça. Nous on va suivre Zara qui est une fille excentrée qui est un peu fofolle, qui pose sur je ne sais plus quel stand, qui va croiser un mec exécrable et du coup elle va l'envoyer chier. Sauf que bingo, c'est Rowan, son nouveau boss. Sauf qu'entre temps elle va se bourrer la gueule, elle va envoyer sa proposition pour le parc de Dreamland et en fait elle va pas faire que envoyer sa proposition pour Dreamland, elle va aussi un petit peu je crois incendier le passeron ou dire beaucoup de choses qu'elle aurait mieux fait de taire. Toujours est-il qu'il va l'embaucher, il va dire bah écoutez en fait votre idée était bonne et même si on s'entend pas vous avez des bonnes idées donc on va faire la part des choses. Je vais m'arrêter là en termes de résumé parce qu'après je risque de vous spoiler tout le bouquin et tout ce que j'ai aimé dessus. Mais c'est pas tout à fait un Enemies to Lovers parce que c'est vraiment que le démarrage qui a été compliqué pour eux, mais on bascule rapidement, enfin rapidement, peut-être à la moitié du bouquin sur une romance. Une romance qui est à la fois toute douce et pas si douce que ça parce qu'il y a quand même pas mal de scènes de sexe, je crois qu'il y en a 4 ou 5 dedans, j'en ai lu 2 personnellement et ça m'a pas dérangé dans ma lecture donc si jamais vous aimez pas trop ça vous pouvez les sauter rapidement. C'était mignon. Et c'est pas que mignon, c'est qu'il y a plein de thématiques abordées. Alors dedans il y a aussi la sœur de Zara qui serait trisomique. Je vous avoue que pour travailler et avoir travaillé auprès de personnes trisomiques depuis
assez longtemps, parce que depuis que je suis enfant en fait je suis avec des personnes trisomiques, c'était pas réaliste. Genre vraiment c'était pas... Je veux bien que certaines personnes trisomiques arrivent très bien à s'intégrer dans leur vie, mais ça reste quand même une pathologie qui fait que vous êtes mis de côté et que vous avez quand même des difficultés, c'est pas juste une différence physique. Hein. Il y avait plein de choses où pour moi c'était pas réaliste. Mais à côté de ça, d'imaginer en fait Rowan avec la sœur trisomique, où ils se lient d'amitié, et une vraie amitié, hein, vraiment ils deviennent potes et tout, c'était trop mignon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de mignon que j'ai adoré dedans? Il y a aussi toute une thématique qui est pas forcément mignonne mais qui est très sociale et que Zara défend du début à la fin, c'est que les parents de Zara ils travaillent aussi pour Dreamland, si je dis pas de bêtises, et Zara elle est genre vraiment... Zara elle est de gauche, hein. Zara elle est syndiquée et Zara elle veut que les gens ils gagnent plus d'argent. Sauf que Rowan, parce qu'il était plus ou moins décisionnaire d'un point de vue financier, il a fait beaucoup de coupes budgétaires pour Dreamland et l'une des coupes budgétaires c'était pour l'assurance maladie, l'assurance, enfin genre ce qui équivaut à la mutuelle aux États-Unis de ses employés. Sauf qu'il y a plein d'employés qui sont tombés malades ou qui ne peuvent pas s'arrêter de travailler même pour prendre des vacances parce que autrement ils n'auront pas assez de moyens, etc. Et Zara va beaucoup faire le reproche à Rowan et Rowan au début il est là ouais mais en fait c'est pas mon problème, on avait besoin de plus d'argent et vraiment le mec actionnaire, le mec qui est dans ses bureaux et qui est pas confronté à la vraie vie, jusqu'à ce qu'il va être plus ou moins confronté à tout ça et il va réaliser ô combien bah en fait une assurance maladie, une mutuelle c'est la base en fait. Il y a plein d'idées comme ça qui passent de la part de l'autrice via Zara et c'était vraiment genre waouh, je m'attendais à un truc. Alors déjà vous voyez la couverture, on dirait pas une romance, donc merci pour ça, il y en a marre d'avoir des torse-poils de partout. Même en dehors de ça, c'est pas juste une romance avec du cul, avec un pseudo enemies to lovers, non, c'est vraiment plus profond que ça, à plein d'étapes. J'ai pas envie de vous spoiler, de vous donner des éléments, mais Zara, elle faisait pas partie du pôle créatif, mais son ex c'était un connard qui lui avait piqué une de ses idées, on va parler de tout ça, on va parler du plagiat, alors il y a 2-3 petites choses qui sont un peu exagérées par rapport à ça, mais même, c'est passé avec moi. On va parler du plagiat, on va parler du fait de renoncer à ses rêves aussi, on va parler du manque de moyens comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, mais ça impacte à plein de points de vue en fait, sur plein de différents plans de la vie des personnages et des gens qui gravitent autour, c'était hyper intéressant. Et ouais, c'était plus que ce que je croyais. De même que Zara, elle a un lien avec le grand-père de Rowan. Au début on sait pas trop pourquoi, donc je vais pas vous donner les détails, mais... même ça c'était touchant et franchement il y a tout qui coïncide bien et c'est pour ça que c'est un petit coup de cœur, c'est pas le roman de l'année mais je m'attendais pas à avoir une romance aussi bien. Franchement ça faisait longtemps que j'en avais pas vu quelque chose qui était aussi bien... On balaye un peu tous les sujets, c'est pas juste de la romance, c'est pas que du cul, c'est pas que oh on s'aime et on oublie le reste du monde. C'était pas ça. Rowan a tendance à être assez... il s'accapare beaucoup Zara. Et elle leur met pas sa place par rapport à ça, genre vraiment elle a sa vie, elle a ses copines, elle a ses machins, et ça j'ai adoré aussi. Et lui il va se remettre en question, il va se dire genre ouais ok, je vais aussi un peu me calmer par rapport à ça. Franchement, bon bouquin, hâte d'avoir les autres tomes parce que comme je vous l'ai dit il y a 3 petits-fils et il y a 3 tomes qui sont sortis en anglais. Et je pense pas avoir le niveau pour les lire en anglais mais c'est pas grave, on va attendre que PMR les traduise. Je me suis pas du tout renseignée là-dessus, si jamais j'ai l'info entre temps je vous la mettrai à l'écran, mais là... C'était trop bien, franchement c'était ma meilleure lecture, je pense, même carrément c'était ma meilleure lecture du mois d'octobre. Et pour une fois, merci BookTok, parce que c'est grâce à BookTok que j'avais découvert ce bouquin. Et c'était chouette, franchement c'était chouette. Et ça va pas être le cas du prochain livre que je vais vous présenter, alors que c'était aussi une romance très plébiscitée par BookTok. J'ai lu Twisted Love de Anna Wang, je vous mets la couverture ici. En même temps j'ai envie de dire des choses sur ce livre. Mais j'ai aussi envie de l'incendier parce que c'était pas bien. Je l'ai pas abandonné parce que je me suis dit c'est une romance et il fait 400 pages. Il aurait fait 100-150 pages de plus, je pense que ouais je l'abandonnais. Ici on suit une jeune fille qui a rompu avec son petit ami et le mec continue, la harcèle pour qu'elle lui laisse une seconde chance. Je sais plus ce qui s'est passé, je crois qu'il l'a trompée mais je suis pas sûre que ce soit ça. Et notre héroïne, dont j'ai déjà oublié le nom, merveilleux, elle n'est pas forcément plus affectée que ça par cette rupture parce qu'elle était attachée à lui, elle n'était pas folle amoureuse, elle se projetait pas forcément avec lui, donc voilà. Elle veut continuer sa vie, mais ce mec gravite toujours autour d'elle, elle n'est pas forcément très à l'aise par rapport à ça, mais elle s'en accommode. À côté de ça, elle a son frère, son grand frère, avec qui elle est plus ou moins proche, qui va partir à l'étranger parce qu'il est médecin, il va faire une mission au Brésil je crois.
Sauf qu'il ne se voit pas la laisser toute seule alors qu'il y a ce connard qui gravite autour d'elle. Et il va demander à son meilleur ami, si c'est possible, qu'il veille sur sa sœur. Le meilleur ami en question, qui est HPI, qui est haut potentiel intellectuel, qui a une entreprise qui cartonne, qui est beau comme un dieu et qui refuse de sortir avec qui que ce soit. Vraiment le mec mystérieux dans toute sa splendeur. La petite sœur, elle se révolte. Comment ça, tu veux me laisser avec ton meilleur pote? Mais on se connaît même pas. Je le chambre à chaque fois. Oui, je le connais depuis qu'on a quoi, 8 ans, 10 ans, je sais plus. Mais quand même. Bref, le frère se casse et on se retrouve du coup avec la petite sœur qui va devoir vivre à côté du meilleur ami de son frère. Il y a tout un truc qui se passe parce que notre héroïne, il y a d'autres tomes en fait par rapport à Twisted Love, je crois qu'il y a 2 autres tomes, 2 ou 3 autres tomes qui reprennent, non 2 autres tomes, qui reprennent les meilleurs amis de l'héroïne. Cela me tenterait presque, mais j'ai tellement été déçue de ce premier tome que j'arrive pas à me visualiser genre un autre tome, non, c'est pas possible. Bref, elle a 2 copines, 2 meilleures potes, surtout une meilleure amie qui est un peu tarée et qui je pense va sortir avec le frère de notre héroïne. Bref. Un jour, les filles, elles décident, elles disent « Ouais, mais comme il vit à côté de chez toi, tu devrais essayer de le tester et voir si, genre, elle arrive à le faire rire, pour voir si elle arrive à lui faire peur. » Enfin bref, il y a plein d'épreuves comme ça, enfin d'épreuves, entre guillemets. Et je crois que dans le lot, il y a genre le faire en sorte qu'il soit jaloux. Enfin bref, il y a plein d'autres items comme ça. Ça fait rire les copines. Au début, l'héroïne, elle est là « Mais non, mais jamais je ferai ça, je vais pas manipuler un mec. » Finalement, elle boit trop d'alcool, elle accepte le pari et elle va essayer de faire ça. Alors ça tombe pas non plus dans un jeu hyper mauvais en mode tout faire pour le séduire pour ensuite le lâcher comme une merde. C'est pas du tout ça. Hein. Mais elle va réussir à se rapprocher de plus en plus de lui sans parvenir à le faire sourire, etc. Et après, d'un coup, on bascule dans un 50 nuances degrés et j'étais pas prête à ça. C'est-à-dire que toute cette première partie du bouquin, j'étais là, c'est pas la romance de l'année, mais je passe un bon moment. D'un seul coup, on bascule sur le mec de « Oh non, moi, je ne veux pas de gentille petite fille sage. Moi, je veux juste coucher pour coucher. Moi, j'aime que ce soit violent et machin. » Et t'es là, mais... Ouais, bah si t'as envie, quoi. Sauf qu'en plus, notre héroïne, ça a jamais été une sainte ni touche, donc en plus de ça, elle n'est pas forcément contre cette idée. Et à nouveau, revirement de situation, on bascule sur un truc où... Mais vraiment, un 50 nuances, mais version hard, mais pas forcément en termes de sexe, mais en termes d'histoire et d'invraisemblance, où tu pars dans une sorte de pseudo-trafic, où ça part presque à un truc de mafieux, et de... J'ai pas compris. J'ai pas compris. En fait, je comprends que ça puisse plaire, parce que je vois ce qui peut plaire sur BookTok, enfin après, il y a tout aussi sur BookTok, hein. Je vais pas mettre tous les gens dans le même panier. Mais je vois ce qui plaît en termes de romance sur BookTok, et là, je trouve c'est un peu le truc, le bon... Je sais pas comment expliquer ça. C'est genre là, vous avez les romances toutes mignonnes que moi j'aime bien. Et Twisted Love, c'est la limite après pour basculer dans de la dark romance. Pour moi, c'était vraiment genre la limite. Le mec est pas toxique, on n'est pas dans une sorte de syndrome de Stockholm. On n'est pas là-dedans, hein. Mais presque. Parce que après on bascule sur du harcèlement moral. Donc à côté de ça, t'es là... Je trouve que Twisted Love il a la limite et je trouve que c'est très romantisé et qu'il n'y a pas de... Alors il y a des trigger warnings ok concernant ce qui peut se passer de dur, des sujets etc. Dans l'histoire ça ok, c'est mis il me semble. Mais il n'y a pas de mea culpa de l'autrice en mode par contre ce que j'ai écrit c'est vraiment une œuvre fictive, ne le prenez pas pour vous, n'imaginez pas que ce n'est pas romantique ce qui se passe. Ah non, enfin vraiment on aurait dit une romance publiée il y a 6 ou 7 ans de ça, quand il n'y avait absolument pas tous les avertissements qu'on a maintenant. Et ouais, ça aussi, ça m'a vraiment dérangée. Genre vraiment beaucoup. La fin, j'ai mis en diagonale, histoire de pas l'abandonner et de me dire « Allez, il va peut-être avoir un truc bien !» Mais les 100 dernières pages, oh là là, c'était cringe. Mais j'étais mal à l'aise. Et je me suis dit, il y a des gamines de 14 ans qui vont lire ça et vont se dire « Ah oui, c'est romantique !» Ce n'est pas romantique. Vraiment pour moi tu rentres dans ce que j'appelle les violences conjugales en fait. T'es déjà dedans. Pour moi l'emprise qu'il a sur cette fille, j'étais là mais non. Et ça on le romantise et pour moi c'est pas possible. C'est pas possible, je ne veux plus lire ça en fait. Et je pensais pas que Twisted Love allait être ça. Surtout que les 150 premières pages, 200 premières pages je crois, c'est bien. C'est vraiment bien, j'ai vraiment bien aimé. Mais après non, trop toxique, enfin non.
2023, tu peux pas lire ça en France. Enfin, pour finir ce bilan lecture, oui, je vous ai dit qu'il y avait 16 livres, mais actuellement, je suis en train de tourner un weekly vlog et j'ai déjà lu tout ça. Donc je vais vous montrer les livres que j'ai lus, mais pour avoir mon avis, vous devrez attendre le vlog qui va suivre dans quelques jours. Je trouve ça un peu bête de vous faire un bilan maintenant pour vous montrer, enfin vous parler des autres livres dans un vlog où ça sera un résumé de tout ça, donc vraiment pas d'intérêt. Je vais juste vous montrer ce que j'ai lu, comme ça si les titres vous intéressent vous irez voir le vlog, autrement bref, vous ferez ce que vous voulez. J'ai déjà lu La Parfaite Tokyoïte de Jun Fujiwara, voilà, petit roman, enfin roman, biographie plutôt, autobiographie. J'ai lu le premier tome de Qui suis-je pour t'aimer, petit manga. J'ai lu aussi deux webtoons, The Abandoned Impress, ouais, je crois que c'est dans ce sens-là, de Ina, le premier tome. J'ai lu aussi le premier tome de Tender Hearts de Aloha et Johari. Ah non, œuvre originale de Johari. Ok, voilà. J'ai également lu Le secret des bonbons pamplemousse. Et enfin, j'ai lu Le printemps prochain. Voilà, c'en est tout pour les livres que j'ai lus actuellement au mois d'octobre. Le mois de novembre va bien commencer parce que j'ai attaqué plein de livres. Je vous les montre très brièvement pour pas que cette vidéo dure 1 heure. J'aimerais faire en sorte qu'elle soit pas trop longue. J'ai tout juste attaqué Généalogie du mal de Yoon-jong, je pense qu'on dit comme ça. Vraiment j'ai attaqué, j'ai lu genre 17 pages, je crois que c'est ça. C'est ça, 17 pages. En sachant que ça démarre jamais à la page 1, donc j'ai vraiment pas lu grand chose. En fait, sachez pas que j'avais oublié que c'était le Black November mis en place par Séverine Lisez bien ce livre. Pareil, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube et de sa chaîne Twitch en barre d'informations. D'ailleurs, j'ai hâte de terminer le tournage de cette vidéo pour aller la rejoindre en Read With Me. Donc allez nous rejoindre sur Twitch, c'est trop bien. J'avais oublié que commençait le Black November le lundi. Le Black November, en gros, le principe c'est de lire un maximum de thrillers qu'on a dans nos piles à lire. Et la thématique pour cette semaine c'était de lire un livre de poche. N'importe lequel, donc c'est un thriller de poche. J'ai sorti celui-ci, je suis partie sur toute autre chose par la suite, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de le finir cette semaine. Mais si j'arrivais à lire 2-3 thrillers pendant Black November, moi je serais fierté, parce que c'est un truc que j'arrive jamais à faire. À chaque fois que j'ai envie de thriller, c'est en dehors du Black November. C'est comme les petites romances mignonnettes que tu vas lire l'été, moi j'ai lu en plein hiver. J'ai pas de logique, ok? Mais j'ai sorti celui-ci. J'ai aussi attaqué Anatomy Love Story, le premier tome de Dana Schwartz. Si vous avez vu mon retour de librairie, c'est ma copine Aurélie qui me l'a offert et j'aime bien. Voilà, vous verrez tout ça dans le vlog. Et aussi j'avais attaqué L'héritier trahi de Holly Black. Alors j'ai la petite jaquette ici, mais j'ai pas envie de l'abîmer, du coup je la retire à chaque fois que je lis. Pareil, celui-ci j'ai tout juste commencé. Apparemment le début est assez long, mais on m'avait dit la même chose pour Le Prince Cruel et personnellement je l'ai bouffé et j'ai pas trouvé ça lent. Donc à voir. Là j'aime bien le début, j'aime bien comme ça démarre. J'adore le fait qu'on va suivre Shen, parce que j'avais un petit peu peur quand on m'a dit que c'était plus ou moins une suite dans le même univers, mais pas tout à fait. Là ça va. J'aime bien ce que j'ai lu pour le moment, donc on verra par la suite. Et c'est tout en fait. C'est déjà pas mal, hein. Avoir 3 lectures en même temps, moi je trouve ça bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de lire certains livres et surtout celui-ci, il est là, et celui-là, donc Quand la nuit tombe et The Fine Print, vraiment mes 2 coups de cœur du mois d'octobre. C'est tellement rare, franchement cette année j'ai pas eu énormément de coups de cœur, pas eu d'excellentes lectures etc. Donc je vous recommande des titres comme ça, prenez note. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!